que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? On va commencer dans l'absence de joie de vivre, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé ce lundi 6 février le sud de la Turquie et a été ressenti dans une partie importante du pays ainsi que dans plusieurs pays de la région dont la Syrie voisine. Tu es un miracle. Dans une vidéo partagée par l'agence turque Anadolu sur Twitter, une fille de 13 ans est extraite des décombres à Gaziantep en Turquie près d'une semaine après le puissant séisme dans le pays. Dans la province d'Antioche, un petit garçon de 7 mois, Hamza, a aussi été retrouvé vivant, recroquevillé sous une dalle où il a passé plus de 140 heures. Près de 32 000 personnes sont mobilisées pour des opérations de recherche et de secours en Turquie, ainsi que plus de 8 000 secouristes étrangers, donc il y a une forte aide internationale. Un point de passage a en outre été ouvert entre la Turquie et l'Arménie pour la première fois depuis 35 ans, parce que vous savez que les relations entre les deux pays sont pas ce qu'on pourrait appeler sympa, avec notamment la guerre au Karabakh, où la Turquie était alliée à l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, donc plutôt exceptionnel qu'il y ait un point de passage entre les deux pays. L'effondrement brutal des bâtiments qui trahit leur médiocre construction et n'a laissé pratiquement aucune chance à leurs résidents suscite la colère dans le pays. Les médias turcs ont annoncé l'arrestation d'une douzaine d'entrepreneurs du secteur du bâtiment dans le sud du pays. D'autres arrestations sont attendues. Si l'aide internationale afflue en Turquie, l'accès à la Syrie en guerre dont le régime est sous le coup de sanctions internationales s'avère plus compliqué. D'ailleurs, c'est vraiment le nord-ouest de la Syrie qui a été occupé, donc attendez, est-ce qu'on a une carte? On a les zones tenues par les Syriens et leurs alliés turcs en rouge. En jaune, on a les Kurdes. En vert, on a les djihadistes et d'autres rebelles syriens. En marron, c'est ce qui est contrôlé par Bachar el-Assad. Et donc le séisme a eu lieu dans cette zone-là, nord-ouest, donc une zone contrôlée par diverses forces. En visite à Alep, le nord-ouest de la Syrie durement frappé par le séisme, le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dit avoir le cœur brisé en voyant les conditions auxquelles les survivants sont confrontés. Les conditions, c'est quoi? Un temps glacial, un accès extrêmement limité aux abris, à la nourriture, à l'eau, au chauffage et aux soins médicaux. Les organisations humanitaires s'inquiètent particulièrement de la propagation du choléra. Le gouvernement syrien a autorisé vendredi l'acheminement des aides humanitaires à l'ensemble du pays, y compris les zones tenues par les rebelles, où 5,3 millions de personnes risquent de se retrouver sans abri. A noter aussi des questions de Erdogan et de la colère des Turcs face à la façon dont ça a été géré par le gouvernement et la façon dont c'est géré par le gouvernement. Publiquement, il admet des lacunes. En privé, il semble tout de même vouloir limiter les reproches. Confronté au séisme qui a ravagé le sud de son pays ce lundi, le président turc est sous le feu des critiques. Alors que la colère montait sur Twitter ce mercredi, le réseau social a été touché par une coupure majeure sur les principaux fournisseurs de téléphonie mobile turque. Une coupure suspectée d'être une tentative de censure par le gouvernement, commente l'organisme de surveillance de l'internet netblocks.org. La Turquie a une longue histoire de restrictions avec les réseaux sociaux lors d'urgences nationales et d'incidents de sécurité. Le service a finalement été rétabli ce jeudi après un blocage d'une douzaine d'heures. Alors attention, justification par la voix de son vice-ministre des infrastructures, Ömer Fatih Sayan. L'exécutif turc a justifié cette coupure par une lutte contre la désinformation. Ça, c'est une justification qui est pas mal utilisée par les régimes autoritaires notamment. On a aussi l'idée de lutter contre la propagande occidentale, mais la désinformation, c'est un petit peu à la mode de dire ça. De nombreuses voix s'élevaient contre son manque de réactivité face au drame qui a fait des milliers de morts et causé des milliers de disparus sous les décombres. La police turque a arrêté une douzaine de personnes depuis le tremblement de terre en raison de publications critiques sur les réseaux sociaux. On voit les priorités, Bien sûr, les priorités du gouvernement turc, aussi utilisées pour retransmettre des appels à l'aide. Ces plateformes sont le dernier recours de populations parfois privées d'autres moyens de communication, notamment à Hatay, une des provinces les plus touchées et située à la frontière syrienne. Mes 3 enfants vivent sous les décombres depuis 4 jours. L'AFAD, donc l'organisme public de gestion des catastrophes, est venu, les a laissés et est parti. Ils ont tous peur que le bâtiment s'effondre, témoigne par exemple une mère dans une vidéo devenue virale, relayé par plusieurs médias indépendants turcs. Face à la colère, Recep Tayyip Erdogan a admis quelques lacunes qui s'expliqueraient par l'ampleur inédite de la catastrophe. Il est impossible d'être préparé à un désastre pareil. Bon, à noter qu'en 99, il y a eu un séisme d'intensité équivalente qui avait fait 17 000 morts, alors pas du tout dans la même région, mais c'est pas comme si le gouvernement turc ne savait pas que le pays était exposé à ce genre de catastrophe. Je vais peut-être vous surprendre, mais je crois qu'il y a encore plus d'actualité. Ça va pas être la joie de vivre par contre, je vous préviens tout de suite. L'écologie, il ne pleut pas, il fait sec. Plus d'eau. Absolument plus d'eau. Il reste encore de l'eau là par contre, un petit peu. La France manque d'eau en cette mi-février après plus de 3 semaines sans pluie significative, du jamais vu en hiver selon Météo France. Une situation préoccupante après la sécheresse exceptionnelle de l'été 2022. C'est une bombe à retardement si les nappes phréatiques ne sont pas rechargées d'ici le mois d'avril. Alerte samedi 18 février sur France Info, Serge Zaka, consultant et docteur en agroclimatologie, alors que les Pyrénées-Orientales et la majorité du Var subissent déjà des restrictions d'usage de l'eau, alors qu'on voit un petit peu moins parce qu'il fait pas aussi chaud qu'en été forcément. Cette année, la
la situation est très particulière, on a comme une prolongation de la sécheresse de 2022. Sur l'ensemble de l'année, sur l'ensemble de la France, on a eu moins 24% de précipitations, ce qui est extrêmement conséquent. Si les nappes phréatiques ne sont pas rechargées d'ici le mois d'avril, il faut attendre la mousson quoi maintenant. Il risque progressivement de ne plus y avoir d'eau du tout et donc des restrictions en été. Il ne reste que quelques semaines pour recharger les nappes. À partir du moment où les bourgeons des végétaux s'ouvrent, l'essentiel de l'eau qui tombe sur le sol va être utilisé par les racines des végétaux. Et donc très peu d'eau va s'infiltrer jusqu'aux nappes phréatiques. Ou alors faut enlever les végétaux quoi. Et il faut faire cramer les végétaux et les enlever du sol, comme ça c'est bon, ça résout le problème. Cette situation peut-elle s'améliorer? Malheureusement, lorsqu'on regarde les prévisions, on va avoir des pluies entre le 22 et le 25 février qui ne concerneront pas toute la France. Et pour le mois de mars, il est possible que ce ne soit pas à la hauteur des espérances. De toute façon, pour qu'il soit à la hauteur des espérances, il faut qu'il tombe tellement de pluie que toute la France serait inondée. Quelles peuvent être les conséquences? D'abord, on va avoir de l'eau contenue sur les 2 premiers mètres du sol qui va très rapidement diminuer et engendrer des problèmes agricoles, des écosystèmes, et éventuellement des problèmes de feux de forêt précoces. Ensuite, dès la moitié du printemps, voire la fin du printemps, il n'y aura plus suffisamment d'eau dans les sols agricoles, donc il va falloir puiser dans des nappes phréatiques pour pouvoir irriguer quand il n'y aura plus d'eau en surface. Et c'est là qu'on va avoir une sécheresse qui va rapidement apparaître, puisque les nappes ne pourront pas supporter la demande de ce qu'on a besoin en surface, vu qu'il n'y aura plus d'eau dans les sols agricoles. Affaire du Sopt, il y a Mediapart qui nous a fait une petite vidéo là sur l'affaire du Sopt, avec en plus une très belle vidéo bien sûr, hein, d'ouvrir les guillemets. Est-ce qu'on fait pas un Olivier Dussopt bashing moment? Mais sa photo en gros plan. Olivier Dussopt, voilà, très bien. C'est bien comme ça vous va? Il est bien, hein, il est à côté de moi comme ça. Il ne pouvait imaginer pire calendrier. Olivier Dussopt, en première ligne sur la réforme des retraites, a reçu fin janvier une très mauvaise nouvelle du parquet national financier, le PNF. J'ai fait une bêtise. L'actuel ministre du Travail va être jugé devant un tribunal pour des soupçons de favoritisme. On n'écoute pas du tout là. Gérard Garousse. On n'écoute pas du tout Fabrice Arfi, voilà, c'est pas respectueux. Mais juste son sourire. Ah, c'est une bonne idée ça. Ou alors on peut même faire un truc comme ça, attendez, regardez. Voilà. Et je constate que les explications que nous avons données avec mon avocat ont convaincu le parquet de ma bonne foi, de mon honnêteté, puisque sur 4 de ces 5 points, le parquet considère qu'il y a lieu de classer. Je n'ai qu'un moteur, c'est le rejet total des inégalités. J'ai une haine, une fureur totale contre les inégalités, et particulièrement contre l'inégalité des chances. Non mais je fais un mec qui pleure parce qu'on dirait qu'il va tout le temps pleurer. Je suis Olivier Dussopt. C'est crédible ou pas? C'est la grève, la grève, la grève, la grève, la grève, la grève. On va commencer peut-être par un petit tuto. Voilà, parce que vous me demandiez tout à l'heure, comment faire grève salarié du privé. Là, vous êtes actuellement un ou une salarié du privé. Et vous dites, mais enfin, c'est politique, je ne sais pas comment faire grève, est-ce que j'aurais dû m'y prendre avant, est-ce que j'aurais dû remplir un formulaire de grève? Eh bien, la réponse est non. Pour faire grève, un syndicat a déposé un avis de grève au plan national ou au niveau de la branche professionnelle. Il y a actuellement un avis de grève au plan national déposé par absolument tous les syndicats représentatifs. Pas besoin d'avis de grève à l'employeur, je peux faire grève. Juste, vous pouvez ne pas aller bosser. Si vous voulez envoyer un mail en disant au fait je fais grève, c'est de la politesse, c'est pas du tout obligé. Ça reste pas traité comme un abandon de poste, absolument pas. Vu qu'un abandon de poste faut quand même plus de temps que juste un jour, et s'il y a le moindre chose qui se passe après la moindre mesure de rétorsion, vous avez totalement le droit d'aller au prud'homme. Hein. Après évidemment on peut comprendre si vous avez besoin de thunes parce que vous allez perdre une journée de salaire, si vous êtes en période d'essai, si vous êtes en CDD, c'est toujours des moments qui sont compliqués, on le sait, ne vous inquiétez pas. À l'inverse, dans le secteur public, une grève doit obligatoirement être précédée d'un préavis de 5 jours, donc là le public, mais le public, les gens qui sont dans le public s'y connaissent un peu mieux en général parce que l'information syndicale est plus largement partagée. On peut aussi faire grève 2 heures ou une demi-journée, alors ça je suis pas sûr. 1 heure minimum, ah oui c'est ça. La grève peut être de courte durée, 1 heure par exemple. Donc si vous voulez par exemple, vous êtes un peu juste financièrement, ou vous avez envie d'aider, ou je sais pas quoi, vous pouvez prendre juste votre matinée ou votre après-midi pour aller manifester par exemple, en prévenant votre employeur ou pas. Donc c'est bon, c'est légal, c'est vérifié. Sauf de très rares exceptions, tu peux faire grève et c'est assez facile. Il faut simplement que tu ne travailles pas du tout sur un temps continu. Ça c'est important aussi. Si vous dites, ah là là, je vais faire grève dans mon entreprise, mais bon, je vais quand même filer un coup de main, donc je vais pas faire certaines tâches, mais je vais en faire d'autres, parce que c'est important. Non, ça c'est interdit. Vous n'avez pas le droit, et l'employeur peut vous dire, bah non, tu fais pas ton taf correctement. Soit vous travaillez, soit vous travaillez pas, mais vous pouvez pas faire un entre deux. Mais vous pouvez juste faire grève 1 heure, une demi-journée ou un jour. S'il y a que moi qui fais grève, c'est toujours ok. C'est tout à fait ok. Vous avez le droit parce qu'il y a un appel au niveau national. S'il y a un appel au niveau national, vous pouvez faire grève même si vous êtes le seul de votre boîte à faire grève. J'ai un pote qui a fait ça, c'était il y a quelques temps, hein, il y a 2-3 ans. Grosse boîte d'informatique, il y avait aucun gréviste depuis genre 1996. Et il a fait grève tout seul sur les genre 200 salariés de sa boîte et ça a marché, hein, juste il est revenu au travail le lendemain. Juste les RH l'ont convoqué en disant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez fait ça? Ils étaient plutôt surpris qu'en mode menace, mais ça a fonctionné quoi. Le code du travail, dans sa version de 2002, toujours en vigueur, précise que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Exemple, vous faites grève et vous allez faire exploser votre entreprise.
par exemple. Ah oui, n'oubliez pas bien sûr de prendre contact avec des syndicats si on en a dans votre boîte. Tous les syndicats ont appelé à la grève. Même s'il y a la CGC, la CFTC ou la CFDT dans votre boîte, allez les voir. J'ai pas encore entendu une fois le mot syndicat dans mon taf, j'ai peur de poser la question à quelqu'un. Alors si c'est une entreprise relativement grande, vous avez forcément un local syndical. Je sais plus à partir de combien de salariés c'est. C'est 50, ok, à partir de 50 salariés. Mais vous avez forcément un local syndical et un affichage syndical. Donc baladez-vous un petit peu. Alors si c'est une entreprise qui aime pas trop les syndicats du tout, ça arrive souvent. Normalement, vous avez un lieu un petit peu mystique, souvent dans un lointain couloir ou au fond d'une cour, au sous-sol, dans un placard à balai, voilà. C'est ça. Comment tenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans salaire? Pour soutenir financièrement les grévistes, les syndicats comptent notamment sur des systèmes d'indemnisation. Vous pouvez bénéficier des caisses sans être syndiqué. Bah ça, c'est l'avantage du système français. Alors c'est à la fois un avantage et un désavantage. Exemple, l'intérêt du système français, qui est aussi un petit peu son défaut, c'est que vous pouvez bénéficier de tous les avantages des syndicats sans être syndiqué. Ce qui n'est pas le cas dans plein de pays, hein. Notamment en Allemagne. Si vous n'êtes pas syndiqué et que les syndicats négocient des augmentations de salaire, vous n'aurez pas les augmentations de salaire si vous n'êtes pas syndiqué. Ce qui explique des taux de syndicalisation très élevés dans ces pays qui ont ce modèle-là, comparé à la France qui a un des taux les plus bas d'Europe. Merci tout le monde en tout cas d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous fais des poutous.